Salut, salut Jérémy. Comment vas-tu? Très bien et toi? Très très bien. Écoute, c'est la deuxième fois qu'on se retrouve. La première fois, c'était dans le cadre de l'épicondylalgie, pardon, latérale du coude. Et cette fois-ci, tu vas nous parler de la terrible triade. Mais pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi le premier épisode, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Je suis Pierre Lamonnerie, je suis chirurgien orthopédiste et je suis spécialisé dans la chirurgie du coude. Eh ben super, oui, c'est pour ça qu'on a abordé les thèmes autour du coude, donc notamment l'épicondylalgie. Et aujourd'hui, donc la terrible triade. Et en parlant de terrible triade, est-ce que tu pourrais nous donner une définition de ce qu'est justement la terrible triade au niveau du coude? Tape triade, c'est une définition assez récente, hein. Ça a été fait par Hotchkiss en 96. Hotchkiss était un chirurgien américain assez spécialisé dans le coude. Il a largement contribué à l'amélioration des connaissances sur cette articulation. Et en 96, euh, il montre que les patients qui présentent une fracture de la tête radiale et une fracture de la coronoïde, ainsi qu'une luxation de coude, ont de mauvais résultats, qu'on les opère ou qu'on les opère pas. C'est-à-dire qu'ils sont raides, ils sont douloureux, ils ont de l'arthrose, ils sont instables, et donc il a défini cette entité lésionnelle comme étant une terrible triade au regard des mauvais résultats qu'il avait. C'est une définition parfaitement empirique et qui ne repose sur aucune donnée biomécanique, uniquement de l'expérience personnelle d'un grand chirurgien américain des années 90. C'était donc terrible, ça faisait référence aux mauvais résultats. Et puis triade, est-ce que ça fait référence à des structures ou à des événements? Oui, ça fait référence à la fracture de la tête radiale, à la fracture de la coronoïde et à la luxation de coude. Et c'est uniquement ces trois éléments qui font la définition de la terrible triade. Et autour de ça, bien sûr, va graviter un certain nombre d'autres lésions qui font d'ailleurs toute la gravité de cette entité lésionnelle, hein. Ok. Est-ce que c'est une lésion que tu vois souvent en tant que chirurgien du coude? Et si oui, quel type de population est le plus souvent touchée s'il y a une population qui ressort? Alors en tant que chirurgien du coude, oui, j'en vois beaucoup, mais même si j'étais pas chirurgien du coude, tous les traumatologues en voient beaucoup, hein, parce que les fractures de la tête radiale, c'est entre 1 et 5,4% de toutes les fractures du squelette. Ça représente 30% des fractures du coude. Et les terribles triades, ça représente 10% des fractures de la tête radiale. Donc en gros, donc on est dans la niche de la niche, mais mine de rien, il y en a quand même beaucoup. Et tous les chirurgiens qui font de la traumatologie sont confrontés à ces lésions. Malheureusement, il n'y a pas de véritable population à risque. Bon, bien sûr, si on fait des sports de contact ou des sports qui sont susceptibles de nous faire chuter, on peut faire davantage de terrible triade. Mais en vrai, tout le monde est à risque de fracture de la terrible triade à partir du moment où il peut tomber. Donc ça peut toucher les jeunes personnes de 16 ans comme les personnes de 90 ans. Et c'est tout le problème de cette lésion, c'est qu'il va falloir s'adapter à la personne avec une chirurgie à la carte. Ok, et j'ai l'image d'une articulation très congruente, l'articulation du coude. Quel est finalement le mécanisme lésionnel derrière la luxation d'un coude? Ça, c'est une vaste question. Il n'y a pas vraiment de consensus. En fait, on attribue le mécanisme lésionnel de la terrible triade au PLRI, Postero-Lateral Rotational Instability. C'est quoi? Ça remonte en fait aux années 60, en 66, avec Osborne et Cottrell, qui définissent le PLRI pouvant causer des terribles triades. Ça consiste en une chute sur le bras avec un coude en semi-extension et en discrète supination. Et la chute en fait du patient sur le bras va entraîner bien sûr une contrainte axiale le long du membre, mais également une importante contrainte en valgus, puisque bien sûr le corps est en interne par rapport au coude, donc ça va entraîner une contrainte en valgus et entraîner soit une rotation de l'avant-bras sous le bras, ce qu'on appelle donc une hypersupination, soit une rotation du bras en interne sur l'avant-bras, ce qu'on appelle une hypersupination relative. Peu importe finalement, c'est la tête radiale qui passe sous le capitulum. Et donc, un patient qui va subir un très important valgus, une hypersupination et une contrainte axiale va se luxer en postérolatéral. Cette luxation postérolatérale va entraîner
des lésions de passage. Parfois, il y a des luxations simples, on casse rien, ce qu'on appelle des luxations postérolatérales, des PLRI simples. Mais parfois, il y a des lésions de passage. Et c'est ce qu'on appelle des luxations complexes. Et ces lésions de passage sont classiquement une fracture de la coronoïde, la pointe simplement, la zone d'insertion en fait de la capsule, et une fracture de la tête radiale, associée le plus souvent à une lésion de la face postérieure du capitulum, qu'on appelle d'ailleurs la lésion de Cottrell. Donc, la lésion de la tête radiale et la lésion de la coronoïde dans le cadre d'une luxation, qu'on appelle la terrible triade, ce sont des lésions de passage. Et autour de ça, bien sûr, il y a des lésions ligamentaires, capsulaires, tendineuses, qui vont faire toute la gravité d'ailleurs et faire passer de cette instabilité aiguë en instabilité chronique. Au plan osseux également, il y a des facteurs de risque d'instabilité chronique, tout comme par exemple sur l'épaule, ou si vous avez une perte de substance, en tout cas une fracture trop importante de la tête radiale, ou une fracture vraiment sur la base qui dépasse les 50% de la coronoïde, vous allez avoir donc des structures osseuses qui manquent à la stabilité du coude et donc des récidives de luxation uniquement parce que vous n'avez pas rétabli l'anatomie, justement la congruence osseuse. Mais même si vous avez rétabli la congruence osseuse, chez certains patients, il faudra quand même réparer les structures ligamentaires et musculaires autour. Ok, très bien. Et est-ce que tu opères systématiquement les cas de terrible triade ou tu peux envisager un traitement conservateur? Comment ça se présente quand un patient vient te voir avec ce genre de lésion en consultation? Pour moi, la terrible triade, il faut l'opérer. Une terrible triade, ça s'opère. Hein. Ça s'opère. Alors dans les années 80, Josephson, notamment, il avait fait des superbes papiers, même si c'était plus fin 70, début 80, des superbes papiers sur le traitement orthopédique des luxations simples et complexes, et il avait plutôt des bons résultats. Mais tout de même, le traitement moderne, si on veut avoir un résultat qui est fiable et surtout, tout dépend aussi des objectifs qu'on a, mais si on veut une réhabilitation complète, quelqu'un qui revient au travail, qui conduit, qui peut manger librement, s'habiller, donc en gros avoir un score MEPS excellent et reprendre surtout le sport pour les plus jeunes, il faut les opérer. Après, bien sûr, il y a la balance bénéfice-risque qu'il faut discuter chez tous les patients très fragiles. Un patient de 90 ans, un patient qui a des comorbidités très significatives, un patient qui a un pronostic euh, lié à un cancer ou à une pathologie létale, il est évident qu'il faut discuter de l'intérêt d'un traitement orthopédique avec un plâtre versus un traitement chirurgical. Mais pour tous les patients plutôt bien portants ou qui ont des comorbidités pas très graves, diabète, hypertension, etc., 75 ans, 80 ans, mais qui ont une bonne fonction, ces gens-là, faut les opérer. Ok, et concrètement, ça consiste en quoi l'opération d'une terrible triade? Alors, comme je te disais, comme on a une très large palette de patients, euh, il faut pas les opérer de la même manière. Au début des années 2000, il y a le protocole McKee qui est sorti, qui a été un espèce de bond en avant parce que c'est le premier à avoir proposé un protocole. Il a dit, on opère les terribles triades comme ça. On fait suture ou ossosynthèse de la coronoïde, ossosynthèse ou remplace, si on peut pas faire, si on peut pas fixer la tête radiale, à ce moment-là, on met une prothèse, soit des vis, soit une prothèse, et on suture le plan ligamentaire latéral. D'accord? Donc, en gros, on fixe toutes les lésions osseuses et on fixe le plan ligamentaire latéral. Et si c'est encore instable, on fixe le plan ligamentaire interne. Et ça, on l'applique à tout le monde. Et ce protocole McKee, il a permis quand même un bond en avant parce que ça a permis quand même de rééduquer très très rapidement les patients, d'avoir des patients qui ne se reluxent pas et donc de sortir de cette notion de terrible triade puisqu'on avait ensuite bien sûr des complications mais beaucoup moins. Donc et surtout un pronostic, on pouvait leur dire voilà vous allez récupérer dans un certain délai d'environ 6 semaines à 3 mois, mais voilà on est plus dans dans du conditionnel comme dans les années 90 où vraiment on savait pas où on allait. Euh, mais le problème, c'est qu'on ne peut, c'est absurde de proposer le même traitement à un jeune homme de 20 ans et à quelqu'un de 75 ans. Et donc ça a fait l'objet de plusieurs papiers et notamment du mien il y a moins d'un an où on fait des chirurgies qui sont à la carte et qui sont basées sur des théories lésionnelles qui ont évolué des années 90 jusqu'à nos jours où on prend en compte toutes les lésions ligamentaires et capsulaires qui surviennent autour de ces fractures de la tête radiale et de la coronoïde et qu'on suture plus ou moins en fonction de notre objectif fonctionnel. Donc plus le patient est jeune, en gros, plus le patient a une demande fonctionnelle et plus on va fixer de structure.
Chez le patient très âgé, on va se contenter, mais qu'on doit opérer, on va se contenter de fixer la tête radiale, euh, suturer le plan ligamentaire, et s'il est stable comme ça, on s'en tient. Le patient un peu plus jeune, avec des objectifs quand même plus importants, il veut faire du vélo, il veut jardiner, faire quelques petits travaux en force à la maison, on suturera le plan ligamentaire, on fixera ou on remplacera la tête radiale, et on fera la coronoïde si on sent qu'il y a une instabilité persistante. Et puis comme ça, on va glisser progressivement vers, au fur et à mesure donc des objectifs fonctionnels, vers une fixation systématique de la coronoïde, et voire même chez les grands sportifs, qui sont des overhead athlètes, donc qui balancent le bras comme ça, vers une fixation systématique de la coronoïde et du plan ligamentaire interne, donc afin d'avoir un coude le maximum stable possible, et de lui permettre de reprendre ses sports et de réduire le risque de micro-instabilité et d'arthrose résultante. Et une fois que l'opération est faite, alors j'imagine qu'ils passent tous par la case kiné. Quels sont les grands objectifs, les grands enjeux finalement de cette rééducation? Qu'est-ce que tu suggères au kiné de faire éventuellement? Et oui, quels sont les grands enjeux, les grands objectifs? La kiné, c'est fondamental. C'est 50% du travail des terribles triades. Parce que la principale complication, à mon sens, après quand la chirurgie s'est bien passée, c'est la raideur. Et c'est vraiment nos collègues kinés qui vont faire le travail et qui vont faire qu'on a un bon ou un mauvais résultat. Donc la kiné, c'est fondamental et il faut le dire tout de suite aux patients, il faut même le dire avant l'opération. Il faut leur dire l'opération, elle va durer 40 minutes, la kiné, elle va durer 6 mois. Donc il faut anticiper et il faut contacter votre kiné dès le lendemain de l'intervention, voire le jour même. La kinésithérapie intense, quotidienne, précoce. Je le mets sur mes ordonnances. En gros, en gras, en énorme. Il faut qu'elle soit quotidienne pendant 6 semaines et ensuite on étale et on arrête progressivement jusqu'à ce qu'on ait récupéré toutes les mobilités. Il y a des grands axes de la kiné. D'abord un drainage, un massage pour diminuer donc bien sûr cet hématome et cet œdème du coude qui va nous gêner. Il faut mobiliser le coude en passif, donc sur l'arc d'extension-flexion avec un poignet en position neutre. Si vous le mettez en hypersupination, vous reproduisez le mécanisme de PLRI, donc vous allez mettre en tension les ligaments. Et puis en pronation comme ça, vous allez également tendre le plan interne, donc c'est pas bon. Donc mettez-vous en position neutre et ça permettra une bonne rééducation de l'arc de flexion-extension sans distendre les plans ligamentaires. Et puis la pronosupination qui se fait à 90 degrés. C'est très important sur les ordonnances de kinésithérapie de dire qu'il faudra rééduquer également le poignet avec des mobilisations, notamment passives, pour étirer les épicondyliens latéraux et médiaux, et une kinésithérapie de l'épaule qui est importante, parce que ces patients-là qui vont pas avoir assez de supination et de pronation vont avoir tendance à faire de la rotation externe et interne pour compenser un manque de supination ou compenser un manque de pronation, et ça va créer des douleurs importantes à l'épaule. Et quand on n'a pas assez aussi d'extension, on va avancer l'épaule en avant. Donc c'est des gens qui vont avoir des problèmes, des douleurs d'épaule. Donc il est important de rééduquer tout le membre supérieur. Et il faudra donc associer à ces travaux donc de mobilisation passive, de mobilisation des articulations sous-jacentes, un travail d'étirement du biceps, du triceps et des épicondyliens pour lutter contre la contracture musculaire qui est vraiment le problème initial qui va entraîner vraiment beaucoup de raideur. Et puis passer 4 à 6 semaines, il faudra faire du renforcement musculaire, ça c'est important, progressif bien entendu, afin d'augmenter la stabilisation dynamique de ce coude, puisque les muscles participent à la stabilité du coude, ils sont même extrêmement importants, et il faudra donc renforcer ces fléchisseurs du coude, du poignet, qui sont donc les tendons le tendon conjoint fléchisseur pronateur, qui est un gros stabilisateur du valgus. Et ça c'est très important, et il faudra le faire à partir de la 4e, 6e semaine post-op. La kinésithérapie, c'est intense au début parce qu'il faut pas rater le coche. Et puis après, on s'étale progressivement sur les 6 mois, voire un an. Hein. Il y a des gens qui font de la kiné pendant un an jusqu'à tout récupérer. Donc là, tu étais très clair au niveau des recommandations, des objectifs, éventuellement aussi au niveau des précautions. Est-ce que il y a des choses auxquelles on doit, nous, en tant que kiné, être vigilants puisqu'on est en première ligne? Est-ce qu'il y a des signes, Oui. entre guillemets, des red flags
qui peuvent survenir après l'opération, à distance de l'opération, et qui pourraient nous faire penser éventuellement à référer le patient au chirurgien ou au médecin. Oui, oui, oui. Il y a au moins deux choses. La première, c'est ce qu'on appelle le varus gravitationnel. Alors, le varus gravitationnel, c'est quoi ce mot? C'est assez simple, en fait. Lorsque vous levez votre bras comme ça, il y a de la gravitation qui s'exerce sur votre avant-bras, qui va amener votre main vers le bas. Si vous tenez votre bras comme ça, c'est lié par la contracture, donc la contraction, pardon, la contraction de vos muscles sur le bord latéral du coude et grâce aux ligaments que vous avez réinsérés. Lorsque vous allez faire de l'abduction d'épaule ou de l'antépulsion d'épaule, vous allez causer, impacter votre coude, causer une contrainte gravitationnelle sur ce coude. Et donc, il est très important au début d'éviter cette contrainte gravitationnelle en laissant les patients avec le bras le long du coude. Pourquoi? Parce que les patients qui vont avoir du surpoids, par exemple, ou les patients très musclés, vont exercer une énorme contrainte gravitationnelle lorsqu'ils vont lever le coude comme ça. Et ils vont surtendre en tout cas leur plan ligamentaire, voire le distendre très rapidement. Donc il faut, durant les 4 premières semaines, en tout cas, laisser le bras le long du corps et rééduquer le patient le long du corps et lui éviter donc toute mobilisation de l'épaule en abduction et antépulsion. Ça, c'est la première chose. Donc je demande au patient vraiment une rééducation avec le bras le long du corps. La deuxième chose, c'est les neuropathies du nerf ulnaire qui parfois sont présentes en préopératoire avec des fourmillements dans les deux derniers doigts de la main, voire même des paralysies. Mais le plus souvent, elles surviennent avec un gap. C'est-à-dire que pendant les 3 premières semaines, il va rien se passer. Et puis au bout de 3 semaines, il commence à décrire des fourmillements dans les doigts qui vont s'aggraver progressivement parce que le nerf en fait a été lésé sur le mécanisme de valgus. Il y a eu un gros valgus, a stretché un peu le nerf, et puis il a gonflé, et puis derrière on l'a opéré, donc il y a de l'œdème qui continue d'irriter ce nerf, et puis on l'a envoyé chez le kiné lui a fait faire de la mobilité, notamment de la flexion, qui a continué de tendre le nerf. Et ça va éventuellement causer une neuropathie du nerf ulnaire, et le problème c'est que soit cette neuropathie du nerf ulnaire se résout spontanément, soit elle s'aggrave, et le patient va très vite comprendre que lorsqu'il fait de la flexion, tac, ça déclenche de la douleur dans les doigts. Et il va donc réduire progressivement son degré de flexion pour éviter de déclencher cette douleur. Et c'est une grande cause de raideur. Donc le kinésithérapeute, lorsqu'il sent qu'il y a de la raideur en flexion et de la douleur surtout, il faut tout de suite qu'il aille voir si c'est des douleurs qui sont situées dans les deux derniers doigts de la main, et auquel cas il faut nous avertir, parce que si ça persiste au-delà de 3 mois, moi parfois même j'attends pas 3 mois, je neurolise le nerf, c'est-à-dire que je le libère pour tout de suite reprendre la kinésithérapie. Parce que sinon, on rentre dans un cercle vicieux de neuropathie qui s'aggrave et de raideur associée, dont on a énormément de mal à s'en sortir. Très bien, ok. Bah, merci beaucoup Pierre pour ton expertise sur le sujet assez large et complexe qu'est la terrible triade. Tu as plusieurs publications à ton actif, si je me trompe pas, sur le sujet. Bah, sur le coup de oui, j'en ai plus de 70, mais sur la terrible triade, on en a quelques-unes et on en a aussi sur les instabilités postérolatérales simples, c'est-à-dire je me luxe le coude, mais j'ai pas de fracture, et je me luxe le coude et j'ai une fracture de type terrible triade. Ce sont des papiers d'ailleurs qui sont très très pédagogiques, hein. On reprend toute l'histoire de ces lésions du début du XXe siècle jusqu'à nos jours. Donc on suit un fil conducteur, c'est une histoire, hein. Et donc on suit le fil conducteur et ça nous permet de mieux comprendre avec une perspective historique les enjeux actuels, les tendances, pourquoi tout le monde n'est pas d'accord, de quelle tendance les chirurgiens se réclament. Et ça permet d'être plus proactif dans sa prise en charge. C'est-à-dire que lorsqu'on prend en charge le patient d'une certaine manière, on sait dans quel courant de pensée on est et on assume plus ses choix. Ce sont des papiers qui sont publiés bien sûr dans des peer reviews, donc peer au sens pas au sens pire PIRE, hein. Et je me méfie quand même. Ouais, c'est sûr. Et qui sont indexés sur PubMed et que vous pouvez retrouver sur ResearchGate assez facilement. Et puis on a fait des vidéos YouTube aussi sur le sujet. Pour ceux qui veulent pas lire l'article, ils peuvent très bien lire les vidéos. C'est des résumés en 15 minutes des papiers. Ça vous permet de tout comprendre aux instabilités simples et complexes de coude.
Et à ce propos, les entretiens, notamment le précédent qu'on a fait ensemble, et puis toi, t'en as fait pas mal derrière aussi, on les retrouve où ça, sur quelle chaîne et sur quel support? Alors, on les retrouve sur ma chaîne YouTube qu'on appelle Ortholextreme. Il y a à peu près 80 cours dessus qui traitent de l'orthopédie, pas que du coude, hein, de toutes les articulations. Et on a des cours de 10 minutes standardisés avec tout ce qu'il faut savoir sur la pathologie, très rapide. Et puis des masterclass, donc qui durent 45 minutes, où vraiment on va en profondeur dans le sujet. Et puis on a des formats de discussion, comme on fait actuellement, où on répond à des questions, notamment avec nos confrères kinésithérapeutes qui sont nos plus proches collègues dans la prise en charge des patients. Ok, tout à fait. Et de notre côté, ben, vous pouvez retrouver l'entretien décliné sous la forme d'un podcast, donc qui est le Physio Podcast et qui devrait être disponible voilà d'ici peu, après le montage bien évidemment. Et voilà, je sais pas si tu as un mot de la fin ou si on clôture là-dessus. Non, merci de m'avoir invité. C'est top de pouvoir parler de ces lésions qui sont des lésions qui ne sont ni rares ni très fréquentes, et donc on est entre les deux et on est souvent inconfortable pour les traiter. Donc c'est bien qu'on passe un peu de temps à expliquer les mécanismes lésionnels, comment on traite ces lésions et comment on les suit. C'est très utile, je pense. Ok, encore une fois, mille merci Pierre de nous avoir fait part de ton expertise sur le sujet et je te dis à très bientôt. À bientôt, Jérémy.